Donc, nous sommes rendus à la cinquième étape, configurer le protocole NAT dans le serveur membre. Donc, la configuration du NAT dans le serveur membre va permettre donc aux autres ordinateurs, le client 1, le DC, le client 2, de pouvoir accéder à Internet. Donc, nous allons nous rendre sur le serveur membre pour pouvoir configurer le NAT. Pour ce faire, nous allons ici, comme on l'a fait pour RIP, nous allons faire un bouton droit sur, clic droit sur Général et nous allons choisir Nouveau protocole de routage. Et là, nous voyons ici que nous avons le NAT. Je sélectionne NAT et je clique sur OK. Après avoir inscrit le NAT dans la rubrique IP version 4, je vais par la suite associer à ce NAT l'interface de la carte réseau du serveur membre qui est connecté à Internet. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire également un clic droit ici. Et là, on va choisir Nouvelle interface. L'interface en question ici, ce n'est rien d'autre que l'interface que nous avons euh, appelée Internet. Donc, c'est l'interface, c'est la carte réseau, la deuxième carte réseau de notre serveur. Si je m'en vais ici pour vous présenter cela, ncpa.cpl, valide. Quelques soucis là. Bon, je vais rapidement aller par le raccourci Windows R ncpa.cpl. Je valide. Voilà, je parlais de cette carte-ci qui est en qui est en dynamique. Donc, si je viens dans les propriétés IP version 4, c'est en dynamique. Donc, l'adresse IP est obtenue par le routeur de notre fournisseur d'accès Internet. C'est cette carte-là qu'on va associer donc au NAT. Donc, je vais valider par OK. À ce niveau, il va falloir cocher la case Interface publique connectée à Internet et également activer NAT sur cette interface. Le NAT permet au client de ce réseau d'envoyer et de recevoir des données par Internet en utilisant cette interface. Donc, si on ne coche pas cette case-ci, il sera impossible pour les autres postes de pouvoir accéder à Internet. Donc, je valide là sur OK. Voilà. À partir de là, ce qu'on doit faire maintenant, le client 1 doit avoir pour passerelle l'adresse IP VMnet 1 du serveur membre. Le DC doit avoir pour passerelle l'adresse IP VMnet 1 du serveur membre. Quant au client 2, le client 2 a sa passerelle à la VMnet 2 du DC. Donc, on va faire cette vérification-là. Donc, je m'en vais d'abord sur le DC. Donc là, je vois que je n'ai pas encore Internet à travers le symbole graphique là. Je vais me rendre dans, je fais Windows R, ncpa.cpl. Là, je vais me rendre sur la VMnet 1, me rassurer que j'ai la passerelle en 100.2. Donc, pendant ce temps, je peux même d'abord lancer un ping continu vers le DNS de Google pour observer les changements après avoir associé cette passerelle-là. Donc, je viens ici, je mets la passerelle en 192.168. Non, ça c'est la VMnet 2. Est-ce que c'est bien ça? Je vérifie. C'est la VMnet 1 que je dois mettre en œuvre cette passerelle-là. Je choisis VMnet 1 et je viens mettre la passerelle en 192.168.100.2. Je valide par OK et je ferme. Normalement, à partir de là, vous voyez, le ping passe déjà, ce qui sous-entend que le serveur, le DC, a déjà accès à Internet. Donc, je vais faire la même chose en commençant par le client 1. Le client 1, ici, doit avoir pour passerelle la 100.2 également. Donc, je vais lancer un ping continu vers le DNS de Google. Donc, je valide. Donc là, le client 2 a déjà accès à Internet. Ça veut dire qu'on avait déjà, je vais vérifier les paramètres.
ncpa.cpl. Je vérifie les paramètres IPv4 de la carte réseau du client. Hein. Je pense qu'on avait déjà fait ça, on avait renseigné. Voilà, sa passerelle par défaut est en 100.1. Voilà pourquoi ce client a accès à Internet. Le client 2, on va essayer également. Je vais faire un ping continu vers le DNS de Google 8.8.8 espace-t. Donc lui aussi, il a accès à Internet. Si je viens vérifier les paramètres IPv4, les propriétés IPv4 de sa carte réseau, ncpa.cpl, qu'est-ce que je vois? Si je m'en vais dans les propriétés, donc sa passerelle, c'est la 200.1. Si je viens sur cette topologie, c'est la 200.1. Ça veut dire que chaque fois que le client devait aller sur Internet, les paquets sont envoyés à l'interface VMnet2 du DC. En retour, ce DC va transférer ces paquets, puisque connaissant déjà l'itinéraire qui mène à Internet, ce DC va envoyer les paquets vers le serveur membre. On peut même faire un trace-route pour voir le chemin qui emprunte les paquets. Je vais faire un CTRL-C d'abord pour annuler ce ping continu. Et là, je fais un tracet 8.8.8. Un trace-route en fait. Tracet, c'est l'abréviation de trace-route. Ça va me permettre de voir l'itinéraire suivi par les paquets pour arriver au DNS de Google. On va patienter un tout petit peu, le temps que l'itinéraire se mette en place. On va patienter. Donc, le premier saut passe par la 200.1. La 200.1, c'est cette interface-ci. Ensuite, après la 200.1, quel est le prochain itinéraire? Ensuite, ça passe à la 100.2. Donc, on quitte de la 200.1 à la 100.2, qui est le serveur membre. Donc, le DC a transféré les paquets vers le serveur membre. Et le serveur membre, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Le serveur membre, étant donné qu'on va sur le DNS de Google, le serveur membre, lui, il va transférer ces paquets-là vers quel routeur? Est-ce qu'il va directement envoyer la requête vers le DNS de Google? On va le savoir. On va le savoir. On va patienter. Entre-temps, je vérifie que le ping continue. Le ping passe toujours. Ping vers la 8.8.8. Ouais, ça passe toujours. Ok. Bref, il était déjà question de voir à travers déjà ces deux itinéraires que le client 2, quand il initie une requête vers Internet, cette requête-là passe par le DC et le DC en retour relaie la requête au serveur membre qui est connecté à Internet. Ceci est possible simplement parce qu'on a renseigné les différentes passerelles. La passerelle du client 2, c'est l'interface la passerelle du client 2, c'est l'interface VMnet 2 du DC. Ça veut dire que quand le client 2 envoie une requête qui n'est pas dans le réseau, dans son réseau, il va envoyer à sa passerelle. Sa passerelle va faire, euh, via la fonction de routage qui est sur le DC, va transférer la requête au serveur membre. Et en fin de compte, donc, le client 1 aura accès à Internet. Bon, on a quelques petites pertes de paquets là. Mais en fait, l'objectif a été atteint. C'était simplement de tester l'accès à Internet et de voir, voilà, on peut déjà voir le quatrième saut ici qui passe par le routeur de notre FAI. On avait vu précédemment que l'adresse IP du routeur de notre FAI est ici en 10.0.0.1. Et cette IP-là peut varier. Ça peut être de classe A, ça peut être de classe B, ça peut être de classe C. Donc, c'est le routeur là maintenant qui va relayer ensuite les paquets vers d'autres routeurs ou directement vers le DNS de Google.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite sur cette étape? Après avoir configuré, installer le service de routage NAT comme on l'a fait sur le serveur membre, permettre au poste d'avoir accès à Internet. Donc, euh, regardons, travail à faire, travailler sur le membre, installer et configurer le protocole NAT sur le serveur membre, c'est déjà fait. Ajouter le NAT sur l'interface du serveur membre connecté au réseau public, ça c'est déjà fait. Travailler sur le DC, configurer la passerelle par défaut sur la deuxième carte réseau du serveur DC qui est relié au serveur membre, ça aussi c'est déjà fait. Configurer les postes et tester la connexion Internet. Assurez-vous que les clients Windows ont une adresse IP, la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS. Ça aussi, c'est déjà fait. Tester l'accès à Internet sur le DC, les serveurs membres et les clients Windows. L'Internet fonctionne-t-il dans tous les postes? Oui, l'Internet fonctionne dans tous les postes. Ceci est possible. Résultat et explication. L'Internet passe sur tous les postes. Étant donné qu'on a inscrit sur les différents postes la passerelle par défaut. Concernant, si on prend le cas du client 2, sa passerelle par défaut, c'est l'interface VMnet 2 du DC. C'est cette passerelle-là qui a permis aux requêtes qui vont sur Internet, du client 2 qui vont sur Internet, de pouvoir être acheminées par le DC vers le serveur membre. Si on prend le cas du client 1, le client 1 a pu accéder à Internet parce que on a inscrit dans les propriétés IP version 4 de la VMnet 1 de sa carte réseau la passerelle qui n'est rien d'autre que l'adresse IP du VMnet 1 du serveur membre. Et donc, le client 1 a pu accéder à Internet en passant par le serveur membre. Pareil pour le DC. Le DC, son interface VMnet 1 a pour passerelle l'interface VMnet 1 du serveur membre qui a permis donc au DC de pouvoir accéder à Internet. C'est de cette façon-là qu'on peut donner des explications. Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant l'étape 5.